Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur le thème de la sécurisation du redémarrage des activités suite à cette crise sanitaire inédite. Notre cadre est de nous appuyer sur des retours d'expérience pour vous donner des pistes de redéploiement de vos activités et de vos organisations, pistes applicables dès aujourd'hui comme à moyen terme. Il s'agit là de points de vue, donnés en toute humilité parce que nous sommes convaincus que, s'agissant de gestion humaine, chaque situation est différente. Nous avons pris un angle d'approche lié à nos expériences et nos sensibilités. Vous pouvez, tout au long de ce webinaire, poser vos questions et nous essaierons de répondre au plus juste à la fin. Les questions qui n'auront pas trouvé de réponse pourront être envoyées par mail ou sur les réseaux sociaux et nous vous répondrons par la suite. Tout d'abord, je voudrais laisser se présenter Frédéric, Jean-Paul et Pierre-Yves, nos trois intervenants. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Frédéric Dubois. J'ai été membre de comité de direction de groupes industriels agroalimentaires chez Delpera, chez Entremont. Donc, Delpera, c'est les foie gras, Entremont, les produits laitiers. Ensuite, j'ai été directeur général de PME dans l'agroalimentaire, dans le secteur de la cosmétique, du B2B, en entreprise familiale et en LBO. Et aujourd'hui, j'ai rejoint il y a presque 2 ans Somidimec en tant que directeur général. Somidimec, c'est une coopérative financière qui regroupe plus de 3300 sociétaires, qui sont des industriels de tout secteur d'activité, avec une majorité dans la métallurgie, puisqu'on a été créé par la métallurgie, répartis sur 26 départements et dans 3 régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Franche-Comté et Languedoc-Roussillon. Notre métier consiste à accompagner les dirigeants dans leurs problématiques financières, les investissements, majoritairement, puisqu'on apporte des garanties, mais également dans la gestion du BFR, toutes les problématiques d'affacturage, de rachat de balance, de rachat de postes fournisseurs, d'assurance crédit, et on fait aussi beaucoup de transmission d'entreprise. Parfait. Jean-Paul, tu veux te présenter en quelques mots? Oui, alors Jean-Paul Reynaud, donc je suis référent industriel au sein de MCG Manager. Après 11 ans de mission en exclusivité pour MCG, donc 13 ou 14 missions de management de transition. Auparavant, j'occupais des postures de directeur industriel, chef d'établissement, directeur de site, et encore auparavant directeur de production, dans divers groupes internationaux, sur des technologies, on va dire, très variées. J'ai eu cependant, à un moment donné, une expérience de reprise d'activités, de prestations intellectuelles qui n'a pas été un franc succès, autant le dire. En ce qui concerne ma contribution au sein de MCG, aujourd'hui, je travaille dans le pôle de Pierre-Yves Fréminet, qui va se présenter pour moi, en tant que, on va dire, cadrage de mission et accompagnement des managers en mission, donc une part de ce dispositif managérial que l'on vante au sein de MCG auprès de nos clients en matière d'intervention. Voilà. Parfait. Pierre-Yves? Oui, bonjour à tous. Alors pour ma part, d'abord je suis entrepreneur, à la fois créateur, repreneur et cédant de diverses entreprises depuis 30 ans. CIO de transition pour des PME et des ETI depuis 2010. Je suis également administrateur indépendant de plusieurs sociétés, cotées et non cotées. Je suis membre APIA, je suis membre IFA. Je suis également cofondateur d'une association qui s'appelle LCS et qui a pour vocation d'accompagner des candidats qui sont en 2e ou 3e partie de vie professionnelle sur le chemin entrepreneurial. Et aujourd'hui, je dirige le pôle industrie, services, distribution d'MCG et j'accompagne en particulier les projets de transformation complexe. Parfait, merci pour ces présentations. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de faire un petit retour sur ce qui s'est passé. Frédéric, tu accompagnes avec ton équipe vos sociétaires depuis les tout premiers jours du confinement. Veux-tu nous dire en quelques mots quelles ont été les préoccupations des chefs d'entreprise auprès desquels vous êtes intervenus depuis le 17 mars dernier? Oui, c'est vrai que cette crise en fait, du coronavirus, elle a conduit en fait, le monde entier vers une crise inédite et on peut dire imprévisible. Et en fait, ça a bousculé toutes les organisations de nos entreprises et toutes nos certitudes. Alors, toutes les entreprises n'ont pas agi de la même façon.
Il y a certaines entreprises qui ont fermé, d'autres qui ont poursuivi leur activité et d'autres qui ont fait une activité à dégrader à temps partiel. Et en fait, toutes, elles ont dû faire face à deux priorités. La première priorité, c'était de mettre les salariés en sécurité, et on en parle encore aujourd'hui. Et la deuxième, c'est d'inscrire l'entreprise dans une sûreté, une pérennité financière, au moins dans un premier temps. Donc la première chose, ça a été de construire avec les salariés, les CSE et les partenaires sociaux les conditions d'une reprise du travail en toute sécurité. Donc c'était vraiment sur l'axe vraiment important de rassurer, de discuter, de dialoguer et d'organiser en fait tout ce retour au travail en assurant ce qu'on entend tous les jours, les distances de sécurité, la mise en place de gestes barrières, créer des circuits sans croisement, ce qui était une nouveauté dans l'entreprise, réglementer des espaces communs de restauration, avec une interdiction, par exemple, d'utiliser des réfrigérateurs, des choses comme celle-là. Et tout ça, c'était aussi couronné par, on l'a eu il y a quelques jours, un protocole sanitaire issu du ministère du Travail, dans lequel les employeurs, en plus de tout ça, engagent leurs responsabilités civiles et pénales en cas de non-respect de ces mesures. Ce qui met un poids de plus dans ce besoin où le ministre insiste en disant c'est la santé qui prime. Donc ça, c'est une première priorité. Et la deuxième priorité, c'est effectivement d'inscrire l'entreprise en survie financière. Donc, toutes les entreprises ont entendu toutes les mesures qui ont été proposées d'accompagnement, à savoir les reports d'échéances de prêts, que ce soit les reports de l'entreprise, des SCI ou des holdings, les reports des charges sociales et des impôts, et ensuite la mise en place des premiers PGE, qui sont les plans, les prêts garantis par l'État, les assurances crédits complémentaires, puisqu'il y a des possibilités aussi d'assurance en CAP et CAP+. Voilà, en fait, je pense, des premières urgences qui ont été, qui émanent en fait de nos retours d'entreprise. Merci pour ce retour sur la phase d'urgence absolue. Nous en venons à notre sujet, le redémarrage des activités. Alors, nous sommes aujourd'hui à quelques jours du déconfinement annoncé. La question est de savoir comment engager cette démarche, comment sortir du confinement. Jean-Paul, toi qui œuvres auprès des entreprises dans des rôles de manager depuis plus de 35 ans, quels seraient tes premiers réflexes? Alors, sont effectivement des réflexes opérationnels. Je voudrais pointer du doigt, on va dire, deux thèmes majeurs. Le premier, c'est le télétravail, qu'on va considérer comme étant une des règles de distanciation dans la mise en place de protocoles particuliers. Et puis le deuxième thème que je voudrais pointer du doigt, c'est la façon de se comporter vis-à-vis de ces nouvelles règles de sécurité finalement qu'on va devoir mettre en place dans les entreprises. Pour en revenir donc sur le télétravail, c'est ma lecture à moi, elle vaut ce qu'elle vaut. Je prendrai quand même soin de distinguer deux types d'activités. La première activité qui est l'activité de prestation de services, de fourniture de services, qui ne sera pas, on va dire, adressée par mes propos qui vont suivre. Et puis la deuxième activité, qui est l'activité, on va dire, que je connais, l'activité industrielle, qui mêle à la fois de l'administratif et qui mêle à la fois la production de biens matériels pour des clients. De mon point de vue, il ne me semble pas souhaitable de maintenir du télétravail dans ces activités industrielles. Ne serait-ce que par le côté, on va dire, discriminant, positivement pour ceux qui font du télétravail, probablement, que représente le télétravail vis-à-vis des gens qui sont obligés de se rendre sur site, et en particulier par rapport à la population de production. Alors encore une fois, cette notion de télétravail ne représente pas un souhait de la part du travailleur, mais doit être quelque part une obligation dictée par le chef d'entreprise, avec toutefois, et ça c'est bien compréhensible, des exceptions qui peuvent se produire. Toutes les écoles ne vont pas rouvrir, malheureusement. Tous les transports en commun ne seront pas forcément disponibles. Pour ceux dont les industries sont implantées à proximité des grandes métropoles. Donc, encore une fois, même s'il doit y avoir des exceptions, la règle est d'essayer d'éviter ce télétravail, de communiquer sur les exceptions auprès de l'ensemble du personnel, expliquer pourquoi telle ou telle personne va rester à la maison, ne pas oublier quelque part que l'ensemble des équipes présentes sur le site a aussi la possibilité à un moment donné d'échanger. Il y a ce côté social qui est propre aux entreprises aujourd'hui, qu'il ne faut surtout pas rompre. Et j'en profiterai pour dire que toutes les mesures qui doivent être mises en place ne doivent pas
on va dire, aller ou revenir en arrière par rapport à ces liens qui se sont créés au sein des entreprises à travers 8 ou 10 heures de présence. Il ne faut surtout pas casser ça. Et j'en arrive à rajouter que si tant est qu'on mette en place des choses qui sont ces fameuses règles de distanciation, d'une part, déjà, il faut qu'elles soient adoptées par tous, sans exception, que l'on soit seul dans son bureau, que l'on soit dans un atelier, que l'on soit lors d'une réunion 5 minutes du matin, ou que l'on soit autour d'une machine à café, ça peut arriver aussi. C'est pas méchant, c'est simplement s'assurer que les gens sont bien à 1 mètre minimum de distance. Ça n'empêche pas de tenir les mêmes réunions qu'avant, de considérer les mêmes groupements qu'avant. La façon dont le management doit se comporter vis-à-vis de ça, je dirais, c'est ce que j'ai pratiqué moi dans pas mal d'entreprises pour réduire les accidents du travail. C'est un management by walking around permanent, où on rappelle, on éduque les gens à ces nouvelles règles. On en fait, on va dire, l'unique préoccupation sur les semaines ou les mois qui viennent, de façon à être certain qu'on n'ait pas à revenir là-dessus dans 6 mois et que les habitudes sont bien prises. Et quand je parle d'éducation, je ne parle pas de sanctions. Si sanction il doit y avoir, c'est de la mauvaise volonté de la part de l'employé à ne pas vouloir respecter ces règles. Mais en tout état de cause, dans le feu de l'action, dans l'émotion permanente que représente un travail au quotidien, il se peut très bien qu'à un moment donné, le réflexe de distanciation ne soit pas là. Donc, charge au manager, à l'encadrement, à rappeler ces règles, on va dire quasiment toutes les 5 minutes. Dans des entreprises, on va dire, dont le péril accident est fort, et j'ai connu ça, entre guillemets, je passais mon temps dans les ateliers à focaliser sur les règles de sécurité, pas sur autre chose. Certainement pas sur autre chose. Je pense que dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent, le travail se fera sans qu'on s'en mêle. Il faut vraiment mettre la focale sur ces règles de distanciation. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Ok, donc en quelques mots, vraiment encourager la cohésion sociale et mettre le lien social de l'entreprise au centre des choses, quoi. Oui. Ok, Oui. merci. Merci. Donc, Frédéric, ça c'était la vision par rapport à l'interne. Quels sont selon toi les bons réflexes à avoir envers son écosystème cette fois-ci? Je crois que déjà, sans attendre, le premier conseil qu'on peut donner, c'est effectivement de réaliser un mapping des parties prenantes. Déjà de se poser les bonnes questions, à savoir au niveau des clients, des partenaires, des fournisseurs, des sous-traitants. Déjà essayer de comprendre comment ils peuvent être impactés par la crise, de savoir un peu ensuite quel sera, par rapport à cet impact sur ces parties prenantes, quel sera l'impact qui en découlera sur mon entreprise. Et du coup, se poser ces questions. Les fournisseurs sont-ils capables, par exemple, d'honorer mes commandes? Les sous-traitants seront-ils capables d'être en ordre de marche pour assurer mes besoins et mes demandes dans les délais impartis? Et enfin, les clients, quels seront leurs besoins? Seront-ils toujours les mêmes? Sont-ils différents? Et déjà, même sur le portefeuille de commandes que j'avais initialement, est-ce que les délais sont toujours les mêmes? Donc, on peut proposer une méthodologie qui est effectivement déjà la première étape, c'est d'identifier donc toutes ces composantes de l'écosystème d'entreprise, quels sont mes différents partenaires. La deuxième étape, c'est effectivement essayer d'analyser les forces et les faiblesses de toute la chaîne de valeur de chaque composante de cet écosystème. Une fois qu'on a analysé ces forces et faiblesses, troisième étape serait d'évaluer en fait quel impact d'éventuelles défaillances de ces maillons de la chaîne de valeur de ces différents acteurs de l'écosystème et d'établir du coup une cartographie des risques. Cartographie des risques par rapport à l'ensemble de cet écosystème. Et la dernière étape, c'est effectivement, une fois qu'on a fait cette cartographie, de préparer des scénarios alternatifs, de les simuler, les quantifier et de mesurer en fait quel est l'impact et quelles alternatives je peux trouver dans mon entreprise. Donc, le premier poste, à mon avis, sur lequel il faut se focaliser, c'est le sourcing, parce qu'effectivement, quand on redémarre l'activité, la première question qu'on peut se poser, c'est déjà, comme je le disais, est-ce que effectivement mes fournisseurs seront-ils toujours là? Ça veut dire surtout, est-ce que j'aurai la marchandise disponible pour pouvoir livrer mes clients?
Donc, l'urgence, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble des forces de l'entreprise pour faire du sourcing, activer tous les contrats qui existent, les mettre en œuvre, sécuriser les nouveaux contrats et se faire, entre guillemets, un matelas et un stock de sécurité pour pouvoir être certain de commencer à livrer mes premières commandes et d'avoir un peu un ballon d'oxygène. Hein, c'est un peu l'inverse des modèles de gestion qu'on disait, du zéro stock. Je pense que dans cette moment de crise, il faut au contraire avoir du stock suffisant pour pouvoir redémarrer. Et dans ce sourcing, effectivement, c'est sûr que la crise, elle nous oblige à raisonner différemment, à évoluer, à trouver des solutions et à faire preuve de solidarité avec nos fournisseurs et à privilégier les circuits courts. On peut se poser une question, par exemple, sur la solidarité. On peut se dire si effectivement mon fournisseur est dans une situation délicate, s'il a une situation financière qui est problématique, on peut se poser la question de savoir en fait qu'est-ce que je fais. Est-ce qu'effectivement je le croque, on va dire, mais je pense que c'est vraiment une vision très court-termiste et qu'on ne doit pas agir comme ça dans cette temps de crise. Et c'est plutôt de se poser la question de comment je peux l'aider dans ses difficultés pour qu'il puisse continuer à me livrer et de faire avec lui bâtir une relation pérenne et équilibrée qui sera vraiment à long terme et dans laquelle on pourra grandir ensemble. Et je pense que c'est vraiment dans les crises où on doit vraiment faire preuve de solidarité. Ensuite, bien évidemment, dans le sourcing, on va essayer de privilégier les circuits courts et le bon sens. Hein, notamment, nous, avec les UIMM, on fait des groupes de travail avec des chefs d'entreprise pour trouver des solutions sur le financement de la relocalisation de production en France. Hein, c'est des sujets qui sont importants aujourd'hui et qui intéressent les chefs d'entreprise. Au niveau des clients, moi je dirais qu'au niveau des clients, la priorité, c'est sûr que c'est déjà d'évaluer le portefeuille de commandes. Quand on reprend ces portefeuilles de commandes, quel est-il? Est-ce qu'effectivement, les commandes qui étaient inscrites avant la crise ont toujours les mêmes délais en fait, ou de livraison, ou est-ce que effectivement mes fournisseurs, mes clients sont fermés et je dois adapter en fait d'autres délais. Ils n'ont peut-être pas besoin de la marchandise tout de suite et du coup je peux peut-être privilégier d'autres demandes clients. Donc là effectivement je pense que la première chose c'est vraiment de continuer pour les entreprises qui l'avaient, de bâtir et de continuer le lien avec les clients, le resserrer et d'appeler tous les clients, de faire avec eux un partenariat de mise en place de toutes ces commandes clients et ensuite de faire le lien bien sûr avec les stocks, comme je disais tout à l'heure, de réécrire la planification industrielle en fonction de ces nouveaux délais et également de partager avec les clients nos difficultés, nos interrogations, notamment sur leurs commandes futures. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon portefeuille de commandes, quelles seront les commandes futures? Est-ce qu'ils auront des problèmes? Est-ce que les délais sont les mêmes? C'est certain que le cadencement des commandes ne sera plus le même que ce qu'il était avant la crise. Certaines entreprises auront des difficultés. On voit bien que des secteurs d'activité sont fortement touchés dans l'automobile, dans l'aéronautique. Donc, on ne peut pas raisonner de la même façon. Et de la même manière, en tant que chef d'entreprise, on doit aussi se poser la question de l'évolution des marchés. Il va falloir trouver de nouveaux marchés pour compenser ceux qui vont être perdus. Donc, je pense qu'il y a un gros travail avec les équipes pour constituer des groupes de travail sur l'évolution des marchés. Réfléchir par rapport à nos activités, par rapport à nos forces et nos faiblesses, quels sont effectivement les marchés dans lesquels je peux proposer mes services, comment je peux me réinventer. Donc, je pense que c'est très important d'arriver à communiquer avec les clients et les fournisseurs et de leur montrer déjà qu'on fait bloc avec eux, plus en tant que partenaire qu'en tant que prestataire, fournisseur ou prestataire d'un client. Ensuite, l'autre aspect dans l'environnement, c'est effectivement de solliciter les partenaires financiers. Comme je le disais, il y a des PGE, des choses d'urgence qui ont été mises en place. Et je pense que c'est très important d'être transparent avec eux, de construire aussi avec eux, de ne pas avoir peur d'expliquer nos difficultés, parce que quand ils en sont conscients, la crise, tout le monde est conscient de cette crise. Et je crois que c'est important de vraiment travailler en partenariat. Au-delà des institutions financières, il y a aussi des solutions qu'on peut trouver en termes de BFR. Bon, je sais qu'il y avait des questions, on parlera peut-être tout à l'heure, au niveau du poste client, etc. Je pense aussi que c'est important d'en profiter pour se rapprocher des instances professionnelles. On n'est pas tout seul. Et moi, quand j'étais chef d'entreprise, j'ai toujours réussi à trouver auprès de mes pairs des solutions. Et ensemble, on est capable de construire des choses et de travailler ensemble parce qu'on a tous les mêmes problèmes. Une fois qu'on a listé un petit peu tout son environnement, comme je le dis, qu'on a évalué tous les maillons de la chaîne,
c'est important de lister toutes les conséquences que peut avoir cette pandémie sur ces maillons, classer par niveau d'impact, pondérer en fonction des critères de risque, des occurrences par exemple, de l'importance du risque, et puis ensuite assurer une surveillance opérationnelle de ces risques. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien compris son environnement, c'est important qu'on puisse mettre en place un processus opérationnel de suivi avec des indicateurs de pilotage. Être vigilant sur cette fameuse cartographie que l'on a mis en place avec différentes zones de risque et à chaque fois être agile, réallouer les ressources en fonction des problématiques de l'environnement qui va changer en permanence. Parce que ce qu'on se dit aujourd'hui, et ce qu'on pense, même vis-à-vis de nos clients, ils ont des incertitudes et ils ne savent pas comment se comporteront également leurs propres clients et les marchés. Donc, il va falloir preuve d'agilité et de bon sens. Et tu disais de solidarité aussi. Et de solidarité, que ce soit avec effectivement les partenaires, fournisseurs, clients, avec ses pairs. Je crois que dans ces crises, c'est vraiment important qu'on essaie de raisonner différemment parce qu'il faut qu'on essaie de s'en sortir collectivement. Oui, il y a vraiment une notion de rééducation, d'agilité, de pragmatisme. Ok, merci beaucoup. Pierre-Yves, toi, tu accompagnes de nombreuses entreprises et groupes dans leur stratégie, leur gouvernance. C'est des fois des outils qui sont un petit peu moyen-long terme. Comment tu imagines, comment on peut intégrer aux actions immédiates les conseils d'administration et autres organes de gouvernance? Oui, alors, je voudrais peut-être démarrer en disant qu'on est quand même dans un tunnel où on a du mal à anticiper la sortie de crise, on n'a pas de visibilité. Donc, il faut d'abord garder la tête froide, appréhender les choses avec humilité et surtout se mettre dans un mode de réflexion et d'action. Et forcément, dans ce contexte-là, je voudrais attirer l'attention des dirigeants sur le fait de devoir adresser un certain nombre de points qui sont clés pour les gouvernances d'entreprise. Que ce soit sur la validation des mesures de sécurité des salariés, des locaux, Frédéric vient de l'évoquer, que ce soit sur la situation de trésorerie et le report d'échéances qui sont à envisager, l'opportunité de recourir aux mesures d'urgence qui ont été décidées par le gouvernement, chômage partiel, prêts garantis, etc. Faire une revue des risques, ça c'est un point majeur, que ce soit fournisseurs, clients, les principaux contrats en cours, la logistique, les systèmes d'information. Et ne pas oublier évidemment de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques et le règlement intérieur. Les deux sont importants. Pouvoir modifier les statuts en intégrant évidemment le recours aux moyens de télétransmission, tel que l'a rappelé l'article 7 de la loi d'urgence. Conclure un accord collectif de reprise, ça me semble aussi un élément important qui va permettre d'aménager les modalités d'organisation du travail, à la fois en termes de durée de travail, de télétravail, d'activité partielle, d'indemnisation, de congés. Bref, tout doit être mis sur la table pour essayer de conclure au mieux cet accord collectif. Et ça peut prendre évidemment la forme d'un accord de performance collective. Informer régulièrement les associés, les actionnaires de l'évolution de la situation. N'oublions pas que les décisions finales, c'est quand même eux qui les prennent. Et puis surtout, reprendre de la hauteur, penser loin, ne pas avoir peur du risque. La stratégie, elle doit aussi appréhender les opportunités, qu'elles soient commerciales, fournisseurs, rapprochement avec d'autres entreprises, collégialité avec des fournisseurs, etc. Je crois que l'attention, elle doit se porter certainement et prioritairement, en tout cas pour les structures de gouvernance, sur les risques ou les conséquences qui peuvent impacter durablement l'entreprise. Alors l'entreprise, c'est ses dirigeants, ses effectifs, son ou ses activités, donc la poursuite ou le redémarrage de ses activités, qui peut se faire ou pas suivant le manque d'argent ou le manque de ressources. Donc, les principaux risques stratégiques, évidemment, recouvrent les risques économiques à court moyen terme, les risques de déséquilibre du bilan, les risques de liquidité à court moyen terme. Je pense que ça, c'est un élément structurant
pour pouvoir avoir davantage d'agilité et de réactivité pour la suite. Donc, ça veut dire dans quel état se trouve ma trésorerie, si je fais rien, dans quel état elle sera, si je suis en mesure de payer des salaires maintenant ou un peu plus tard, suivant la durabilité que va prendre la crise. La priorité, c'est aussi de dresser l'état de la trésorerie, de se mettre en action pour favoriser toutes les actions immédiates de trésorerie. Évidemment, on pense au poste client en particulier. Donc, il faut vraiment engager un certain nombre d'actions de façon à diminuer ce risque de liquidité. Les risques d'indisponibilité de matières premières, pareil, à court, moyen terme. Vous avez tous en mémoire le manque de masques dans cette période Covid. Donc, ça doit aussi faire réfléchir les entreprises sur le niveau de leurs matières premières. Les risques concurrentiels, évidemment, la concurrence peut tenter de vous impacter durant cette période de crise. Les risques clients, je crois que là aussi, comme l'a dit Frédéric, il faut vraiment communiquer à plein régime, dire que vous êtes là, même en situation dégradée. Il ne faut pas oublier que la crise, elle va ancrer aussi de nouveaux réflexes sanitaires chez les clients. Donc, de fait, va hausser leur niveau d'exigence et de vigilance sur la sécurité. Idem pour les fournisseurs. Frédéric aussi l'a rappelé. Je pense qu'il est important de garder ses fournisseurs. Les garder en vie, c'est assurer votre survie. Donc, rien de mieux que de les rassurer quant à votre activité en leur donnant des signaux positifs. Et puis, de se poser aussi la question de quelle priorisation vont faire vos fournisseurs et sur quels critères. Et là, parmi les réponses, je pense qu'entre autres, il y aura la qualité de vos relations. Il y aura la certitude d'être payé et le fait d'être rassuré sur la société et les dispositions qu'elle a prises. Donc, il y a vraiment une alchimie très forte à avoir avec ses clients et ses fournisseurs et une communication permanente pour bien comprendre dans quelle situation se trouve l'autre, partie prenante évidemment de votre écosystème. L'autre risque, c'est celui des ressources. Alors évidemment, quand on parle de ressources, je parle essentiellement de ressources humaines. Et donc là, appréhender tout ce qui est maladie, départ de compétences clés, les départs volontaires aussi en pleine crise, la captation de ressources par la concurrence, il ne faut pas non plus l'oublier. Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient du mal à recruter avant la pandémie. Évidemment, le temps libre de cette période peut aussi donner des velléités ou permettre d'ouvrir la chasse aux ressources. Donc, l'analyse des risques RH, elle est vitale. Elle est vitale à plusieurs niveaux. D'une part, en ce qui concerne la santé et la sécurité des collaborateurs, même si c'est en mode dégradé et même si l'entreprise doit continuer à fonctionner dans un mode effectivement dégradé, ou un peu plus tard, lorsqu'il y aura un redémarrage effectif plus global, si évidemment l'entreprise est à l'arrêt total. Et puis, dans ce risque ressources, il y a aussi la responsabilité de l'entreprise et des dirigeants face au risque RH. Il ne faut pas l'oublier. L'entreprise et son devenir sont importants, donc c'est une responsabilité de dirigeant que de s'assurer que l'entreprise elle pourra tourner demain. Le risque cyber, et là, évidemment, on voit apparaître, et pour avoir discuté ces derniers jours avec un expert de la cybercriminalité, tout ce qui concerne les ransomware, le phishing, les emails, évidemment pernicieux, le cloud, etc., ont été multipliés par 7. Le risque de réputation, donc à la fois sur la communication, la marque employeur, la sécurité, les pratiques sociales, environnementales, l'éthique, l'intégrité de l'entreprise sont des risques qu'il faut analyser de manière extrêmement précise.
Et puis, le risque ou les risques de gouvernance, c'est-à-dire tous les mécanismes de gouvernance qui sont mis en place pour assurer la qualité et l'équité des décisions. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de risques qui sont de la responsabilité des dirigeants qui doivent vraiment être appréhendés de la meilleure des façons. Alors, si on replace ensuite ça de manière plus globale dans un dispositif opérationnel, évidemment, faire un état zéro ou un diagnostic de l'entreprise, c'est vraiment une situation qui est nécessaire, notamment durant la crise. C'est un passage obligé pour vous adapter, pour vous repositionner, pour pouvoir pivoter. Donc, il ne faut pas hésiter, évidemment, à faire une analyse de porteur, notamment sur l'ensemble de vos composantes, hein, qu'elles soient fournisseurs, concurrents et autres parties prenantes. Revoir vos 5P, hein, produits, prix, promotion, people, place, etc. Et vous appuyer évidemment sur des outils qui existent sur la place, hein, comme le Business Model Canva qui vous permet de revisiter votre stratégie. L'objectif, c'est vraiment de dresser l'état des lieux de l'entreprise et d'identifier clairement les positions qui vont devoir perdurer et celles qui doivent changer ou s'améliorer. Donc, clairement, qu'est-ce qui se passe si je ne peux plus produire? Quels sont les employés qui peuvent m'aider à piloter la crise, notamment dans une période qui sera post-déconfinement? Qu'est-ce qu'il en est de ma chaîne de production, mes contrats, mes fournisseurs, mes clauses? Est-ce que j'ai prévu des clauses particulières dans mes conditions générales de vente? Que disent les contrats de mes donneurs d'ordre? Est-ce que j'ai à modifier mon DUER? Quel est l'état de mes liquidités? Bref, je dois véritablement me poser toutes ces questions-là de façon à pouvoir aussi mieux appréhender ce que j'appelle les influences. Il y a un certain nombre de facteurs qui sont en capacité de favoriser ou de déstabiliser la performance de l'entreprise, que ce soit des aspects réglementaires, des interdictions qui peuvent être mentionnées par le gouvernement. Donc, il faut bien se poser un certain nombre de questions sur ce sujet. Par exemple, quelle va être l'incidence des matières premières sur vos prix et sur votre développement futur? Quelle va être l'incidence des ressources et de la main-d'œuvre dans vos prix? Quelle est l'évolution des décisions politiques ou réglementaires suivant les secteurs d'activité sur lesquels vous vous trouvez? Tout ça doit vous permettre de planifier le court, le moyen et le long terme. Alors, évidemment, on n'est pas dans un schéma où le long terme, c'est 3 ans. Hein. Là, je parle de 3-4 mois, 6 mois, 12 mois et peut-être 18 mois. Mais le chemin va être assez long. Donc, il faut vraiment pouvoir le planifier. Donc, quel scénario se fixer pour le redémarrage? Alors, il n'y a pas un scénario. Il faut évidemment prévoir plusieurs solutions, plusieurs tiroirs. Il peut y avoir un scénario très optimiste, hein, avec une sortie de crise sanitaire qui pourrait se faire, je ne sais pas, sur le mois de juillet, sur le mois d'août ou septembre. Un autre scénario plus neutre, avec une situation qui s'améliorerait en fin d'année, voire tout début d'année 2021. Et puis un scénario pessimiste, évidemment, avec un mieux à partir de peut-être juin 2021. Je pense qu'il faut corréler ces différents scénarios avec vos attendus, évidemment, le plan idéal, le plan atteignable et puis le plan dégradé, mais obligatoire pour la survie de l'entreprise. Donc, forcément, quel produit vous allez vendre en priorité? Pourquoi? Dans le pourquoi, il y a peut-être des facilités de fabrication, il y a peut-être des produits qui ont des marges supérieures à d'autres,
parce qu'il y a une simplification de la livraison, la logistique est moins sollicitée, vous avez des encaissements plus rapides. Donc voilà, vous avez un certain nombre de questions à vous poser, évidemment, pour planifier ces scénarios à court, moyen, long terme. Je crois que croire que le business va couler à flot dès le déconfinement, c'est une utopie. Les impératifs et les intérêts de chacun risquent fortement de diverger. Et même dans votre écosystème, hein, d'où le fait d'être vraiment en relation et en communication en permanence avec les parties prenantes de votre écosystème. Partez du principe que le chemin sera long, il sera pavé de nombreuses difficultés, grosso modo sur les 12-18 mois à venir, que toutes vos actions vont subir inévitablement de l'inertie, que vous ne pouvez pas contrôler les décisions de vos cibles, vous ne pouvez pas contrôler les décisions de toutes les parties prenantes de votre écosystème. Donc, plusieurs mois peuvent s'écouler avant d'obtenir une décision ou un contrat. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, vraiment, ce qui est important, c'est cette souplesse, cette communication générale et puis un côté très itératif, avoir la capacité de pouvoir toujours se remettre en question, toujours remettre des perspectives différentes, mettre des nouveaux scénarios, agir et avancer comme ça. Absolument. Ok, parfait. Merci pour vos témoignages, messieurs. Donc, nous en venons aujourd'hui à notre deuxième question. Nous allons tous redémarrer. Aujourd'hui, c'est une nécessité dans des rythmes différents, avec des perspectives différentes. Mais à la vue des incohérences qui ont été mises en lumière par cette crise, est-ce que je ne suis pas obligé, moi, entrepreneur, de repartir autrement? Jean-Paul, selon toi, sur quelle valeur fonder l'entreprise de demain? Sur le capital humain, indéniablement. Je crois que plus que jamais, ne serait-ce que dans sa position de consommateur final, l'homme doit être au cœur du fonctionnement des entreprises. Alors, je pourrais donner 1000 pistes possibles pour redémarrer. Certaines sont spontanées, d'autres prendront plus de temps. Je voudrais simplement citer, on va dire, quelques exemples que j'ai pratiqués personnellement et qui ont permis à un moment donné de faire prendre à l'entreprise un véritable virage par rapport à un environnement changeant ou par rapport à des difficultés internes. J'ai un patron un jour qui m'a dit, qui était le président sur toute une région de l'Europe, au moment où je prenais donc ma fonction dans une entreprise française, si tu veux que ton entreprise soit attractive auprès de tes clients, il faut avant tout qu'elle soit attractive auprès de tes salariés. Et pour avoir déployé dans les 7 ans qui ont suivi moult démarches pour renforcer cette attractivité de l'entreprise auprès des salariés, force est de constater qu'inévitablement et quasi immédiatement, j'ai eu effectivement un retour des clients, on va dire, plus que positif au sein de l'entreprise. Alors, les pistes que je pourrais donner, la première, c'est de développer l'autonomie des salariés. C'est un sujet qui m'a tenu à cœur pendant toute ma carrière, qui se traduit par laissez donc les salariés, on va dire, administrer, gérer votre entreprise. Ils savent très bien le faire, ne serait-ce qu'en faisant descendre, quand c'est possible, et c'est possible, croyez-moi, dans pas mal de cas, le carnet de commandes au niveau des ateliers. Laissez-les gérer leur temps de présence quasiment à la journée pour des produits qui sont des produits à rotation quotidienne. Ils savent le faire. Mettez simplement un cadre annuel en termes d'horaire, de façon à ne pas avoir de mauvaise surprise au niveau des payes et des salaires. Laissez-les gérer leur absentéisme. Ils savent très bien s'entendre entre eux sur qui doit être là, qui ne peut pas être là. Ils ont une meilleure écoute que le manager en matière de contraintes personnelles. Donc, ils savent faire. Je pense que le manager a autre chose à faire qu'à valider des congés. Donc, remettez-les dans cette démarche où ils s'approprient véritablement leur contexte de travail. Une autre piste non négligeable est de mettre en place, là où ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, des plans d'intéressement, mais des plans d'intéressement, on va dire, pertinents, intelligents, pas des plans d'intéressement qui intègrent les résultats de fin d'année ou de fin de mois. Non, des plans d'intéressement basés sur des véritables objectifs opérationnels, des bras de levier qu'ils peuvent avoir eux au quotidien, et surtout ne pas remettre cette formule d'intéressement en question
dès lors que les pistes qu'on a imaginées d'un point de vue opérationnel ne donnent pas, on va dire, les résultats et les bénéfices attendus au sein de l'entreprise. Je pense qu'un plan d'intéressement est là pour encourager des efforts. Il n'est pas là pour reconnaître que l'entreprise fait des bénéfices derrière. Hein, vous avez la participation pour ça. Autre point important, c'est de privilégier dans tout ce que l'on fait l'équité à l'égalité. Alors, ce sont de bien grands mots. Je voudrais juste les illustrer par, on va dire, une démarche que j'ai eue à plusieurs reprises qui consiste à bannir les pourcentages d'augmentation individuelle. Vous savez, cette somme d'argent qui est articulée déjà sur le salaire que vous touchez. Et de dire aux gens, je vais vous donner une somme d'argent en termes d'augmentation qui a le mérite de pouvoir être identique entre le salarié de bas d'échelle et un salarié de plus haute échelle. Voilà. Mais on reconnaît les efforts, on reconnaît la contribution, on ne s'appuie pas sur quelque chose qui est déjà acquis. Pourquoi je donnerais 300 € d'augmentation à un cadre et je me contenterai de 80 € auprès d'un salarié? La contribution est la même. D'autres points sur lesquels j'ai eu l'occasion d'agir, il n'y a rien de plus ennuyeux tout au long d'une carrière que de recevoir des CV dans lesquels les personnes alignent les expériences les unes derrière les autres, tout aussi successful les unes que les autres. J'ai du mal à imaginer que tout le monde n'a eu que des expériences heureuses au cours de sa carrière, n'a eu que des résultats satisfaisants. Donc je pense qu'il est important, pour ne pas dire urgent, que l'on change notre mode de recrutement, que l'on s'appuie plus sur les, je vais employer le terme, il est un peu trivial, sur les gamelles qu'on a pu ramasser tout au long de sa carrière, sur les succès qu'on n'a pas eu forcément, sur les difficultés qu'on a pu rencontrer, qu'on n'a pas forcément toutes traitées. Donc d'échanger autour de ça, et croyez-moi, l'échange sera beaucoup plus riche, beaucoup plus porteur, et surtout de mettre une focale plus sur les valeurs de la personne que sur ses compétences ou son parcours professionnel, qui de toute manière n'appartient plus qu'à elle. Elle ne peut pas vous servir, cette expérience. Par contre, ce qui peut vous servir, c'est le savoir-être de la personne. C'est les valeurs qu'elle peut porter, qui peuvent être nombreuses, très différentes, mais dont certaines peuvent être très proches des valeurs de l'entreprise que vous représentez. Et je pense honnêtement que ce sont ces valeurs qui feront qu'à un moment donné, la personne, l'homme, sera capable de surmonter des difficultés, plus rarement les compétences. Un autre point qui est important à souligner, c'est cette notion de compétence et de tendance à aller vers de la polycompétence. On a souvent entendu parler de termes polyvalence, ça date des années 80, ça s'est propagé jusqu'aux années 2000 et même au-delà. C'est très démodé. La polyvalence consistant à exercer une compétence particulière dans plusieurs situations d'exercice, on va dire, différentes, non, c'est plus ça aujourd'hui. Je pense qu'il faut œuvrer vers de la polycompétence, c'est-à-dire en gros, plusieurs compétences portées par une seule et même personne est capable de traiter, je dirais, toute la complexité d'une situation. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Et je vais même aller au-delà de ça. Pourquoi parler de compétences pour traiter une situation? Dans bon nombre de cas de concrets que j'ai pu croiser dans ma carrière, combien de fois des gens dont on pouvait penser qu'ils n'avaient pas les compétences pour aborder certains sujets ont apporté des solutions pertinentes. Ne jamais oublier que les gens auxquels on a affaire dans une entreprise sont des hommes, des femmes qui ont une vie en dehors de l'entreprise, qui gèrent des difficultés en dehors de ces entreprises, avec souvent du bon sens, plus que des compétences, et qui s'en sortent pour la plupart très bien. Donc sollicitons ces talents, j'appellerais ça des talents, plus que des compétences, pour à un moment donné essayer de surmonter des situations que la seule logique ou que la seule compétence ne permettrait pas de surmonter. Voilà les principales pistes que je donnerais, mais encore une fois, il y en a beaucoup d'autres.
Il y en a des rapides, il y en a des plus longues, plus compliquées à mettre en marche, mais il faut le faire. Il faut le faire. Ok, ok. Moi, je retiendrai deux choses. C'est donc l'équité et puis le fait de lever le nez. Pas être dans une logique mécanique et puis la suivre Non, bêtement. non. Ok. Voilà. Merci Jean-Paul. Avoir cette cohérence en matière de talent plus que de compétences par rapport au mode de fonctionnement interne. Top, merci, merci. Frédéric, donc, nous avons vu que ce redémarrage est une formidable occasion de faire ensemble. As-tu des bonnes pratiques à généraliser avec ceux qui nous entourent, les clients, fournisseurs, peut-être même les concurrents, tu en parlais tout à l'heure? Oui, bah écoutez, je crois que le plus simple, c'est effectivement de l'illustrer au travers d'exemples vécus. Comme disait Jean-Paul, la principale donnée déjà de l'entreprise, c'est effectivement, je partage avec lui, c'est le capital humain. Déjà, je pense qu'il est important dans cette crise, déjà de ne pas oublier qu'avant la crise du Covid, on était en tension sur tous les métiers spécialisés. Dans nos centres d'apprentissage, on voit bien qu'on manquait d'apprentis, on manquait de personnel technique, et il y avait un peu une saturation, un plein emploi dans certains secteurs, les chaudronneries, la maintenance, on n'arrivait pas à trouver des salariés, et nos sociétaires, avec beaucoup d'humour et parfois de malice, je dirais, se chassaient entre elles ces différents profils, les débauchaient entre confrères. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où chacun se pose la question de l'emploi de ses salariés compétents. Il ne faudrait surtout pas tomber dans un travers qui serait de licencier ces gens qu'on a eu du mal à faire venir à l'industrie et qui ont des réelles compétences. Donc, il y a plusieurs solutions, effectivement, des solutions de chômage partiel, il y a des solutions de partage de salariés. Et moi, je voudrais faire partager justement une expérience que j'ai connue et que j'ai mise en place chez Delpera dans le foie gras. Comme dans le foie gras, on réalisait notre chiffre d'affaires sur les 2/3 de notre chiffre d'affaires sur 2 mois de la fin d'année. On était obligé de travailler en 3/8. On avait des effectifs qui étaient multipliés par 4. Et donc, on faisait appel à des saisonniers. Ces saisonniers, on devait les former aux normes qualité, aux normes d'hygiène et de sécurité, notamment l'agroalimentaire. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et on avait besoin aussi de seconder les chefs d'équipe qui étaient des permanents. Parce qu'on se retrouvait avec des ateliers de 40 personnes et il y avait des fois 2 permanents, notamment la nuit. Donc, c'était assez compliqué. Et en fait, quand on formait ces salariés, on avait toujours le risque, ces saisonniers, de les perdre l'année suivante. Et donc, on s'est dit comment on peut faire avec d'autres entreprises pour essayer de créer un GIE d'emploi de ces personnes. Et on s'est rapproché, en fait, on s'est rendu compte que ces saisonniers ils étaient aussi utilisés pour récolter les asperges, les petits pois. Et on s'est rapproché, une société, pour ne pas la citer, mais Bonduel, et on a créé un GIE avec eux qui nous a permis, en fait, de fidéliser ces saisonniers parce qu'on leur apportait déjà une rémunération annuelle. Et ensuite, on a pu capitaliser avec eux sur la formation, c'est-à-dire qu'on a pu créer des cycles de formation communs. J'en ai parlé tout à l'heure sur notamment la sécurité, l'hygiène sécurité. Et on a fait, ces cycles ont pu être financés par ce GIE. Et on a créé aussi des relais pour nos chefs d'équipe. On a créé des chefs d'équipe, entre guillemets, saisonniers. Et on a la même démarche aujourd'hui avec l'UDIMEC. L'UDIMEC, c'est l'Union de la métallurgie de Grenoble, où on a créé une plateforme employeur pour permettre aux entreprises le partage de main-d'œuvre. Donc, c'est des choses qui se mettent en place, mais c'est vraiment des comportements qui sont vraiment à changer. Comme je disais, on part vraiment de quelque chose où dans une pénurie où on chasse des gens, où maintenant, en fait, nos gens qui ont des capital humains et des vraies compétences, on va au contraire les mettre à profit des autres pour pouvoir les garder dans nos entreprises. Et ça, je pense que c'est vraiment un changement qu'il faut qu'on appréhende. Après, je voudrais donner un autre exemple sur la construction avec des confrères ou des concurrents. À un moment, je dirigeais une entreprise qui faisait de la caramélisation de fruits secs. On achetait du sucre. Alors, là, il n'y a rien d'anormal, puisque pour faire du caramel, il faut effectivement acheter du sucre. Mais toujours est-il que dans ces marchés, il y a eu des tensions qui se sont créées, des regroupements d'acteurs, puis ensuite de la pénurie. Et donc, des situations de crise. Et dans cette situation de crise, moi, j'étais membre d'un syndicat professionnel à l'époque, le syndicat du chocolat. Et entre industriels, on avait les mêmes problématiques d'achat. D'où ce que je vous disais précédemment, de se rapprocher aussi de ses confrères. Et dans cet organisme professionnel, au début, on a commencé à se dire, on a tous des problèmes de tension sur le sucre, etc. Comment on fait? Et on a commencé à s'ouvrir les uns les autres, déjà, donc à se faire confiance, à bâtir des notes d'actualité chacun sur les fruits secs, sur le sucre,
sur différentes composantes. Et puis ensuite, on a été jusqu'à acheter ensemble du sucre. Donc, on s'est fait confiance. On s'est mis ensemble pour acheter des volumes de sucre plus importants. Et même, on est allé au-delà. On a aussi on s'est dépanné les uns les autres quand la pénurie est arrivée. C'est-à-dire que ceux qui avaient plus de sucre, eh bien, effectivement, qui avaient un peu de visibilité, puisqu'ils avaient des contrats, ils pouvaient en revendre à d'autres partenaires. Donc, on est passé de concurrents à partenaires. Et donc, ce que je veux dire, ce qui est important, c'est qu'il y a différents niveaux qui se sont créés. On parle de notes de conjoncture, on commence à créer de la confiance, parce que la confiance, elle doit se créer. Ces crises, en tout cas, elles nous permettent, effectivement, quand on est en difficulté, de se poser la question, est-ce que je gère tout seul et en fait, je m'engouffre dans mes problématiques, ou au contraire, est-ce que je m'ouvre et j'essaie de construire avec les autres, qui sont parfois, comme je disais, mes concurrents. Donc vraiment, je pense que en plus, ces solutions, quand elles sont mises en place, elles sont pérennes, parce que c'est vrai qu'on peut se dire qu'après, une fois que la crise est finie, tout change. Mais les relations qui ont été créées, elles ne peuvent pas être différentes demain. C'est-à-dire que les relations qu'on a créées avec d'autres partenaires, d'autres concurrents, comme je le dis, ne sont plus les mêmes après. Puisqu'on s'est dépanné, on a travaillé ensemble, quoi qu'il arrive. Et donc, les crises, en fait, elles nous obligent à nous réinventer sur des modèles complètement différents, plus solidaires, et construire avec les différents acteurs de l'environnement, que ce soit ses salariés, le capital humain, que ce soit avec ses confrères, que ce soit avec ses clients, ses fournisseurs. Et toute cette proximité dont on a parlé tout à l'heure, elle est extrêmement importante. Et je pense qu'au travers de, quand on a plusieurs, on est capable d'avoir ce qu'on appelle une intelligence collective. Et c'est vrai qu'on fait mieux à plusieurs que tout seul. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et ces crises, c'est vraiment des difficultés, mais elles nous permettent effectivement de rebondir sur ces thèmes et de poursuivre l'activité à plusieurs. Ok, parfait, je te remercie. Si on prend encore un peu plus de hauteur, toi, Pierre-Yves, sur le fond, quels sont les nouveaux paradigmes de l'entreprise ? Je crois qu'une crise, quelle qu'elle soit, accélère les transformations. Les entreprises doivent forcément, dans un contexte comme celui que l'on est en train de vivre, intégrer les transformations sociétales, environnementales à leur vision stratégique. C'est inévitable. Donc, ça veut dire qu'il faut, pour cela, ne pas le faire seul. Il faut être en veille, évidemment, sur l'évolution de la crise, ses conséquences. Comme je le disais, démarrage rapide, redémarrage en dents de scie, ou au contraire rechute. On ne sait pas. On est dans l'incertitude la plus totale. Donc, être en veille et faire preuve d'agilité. Agilité au contact du client, au contact des fournisseurs, je l'évoquais tout à l'heure. Mais parce que penser demain, c'est se projeter ensemble. Donc, l'analyse d'impact, les besoins nouveaux, il faut le faire avec vos clients, il faut le faire avec vos fournisseurs. De la même façon, au contact des personnes clés, des partenaires, il faut pouvoir imaginer le redémarrage avec eux. Il faut imaginer de la même façon les investissements qui seront nécessaires, les besoins de financement. Et aussi au contact des équipes. Clairement, Jean-Paul l'a évoqué, l'humain est au centre de cette reconfiguration de l'entreprise. Donc, au contact des équipes, il faut évidemment partager ces retours d'expérience, la façon dont ils ont vécu ce confinement, ou au contraire, la façon dont ils l'ont vécu derrière leur poste dans les industries. Il faut faire remonter les idées, il faut trouver les flexibilités. Il faut créer l'énergie pour être au rendez-vous des attentes que l'on aura identifiées à la fois avec les clients, les fournisseurs, les partenaires, etc. Mais je crois que l'agilité, encore une fois, elle n'est pas suffisante pour maîtriser son destin ou le construire. Si on n'y associe pas une stratégie, et la stratégie va profondément changer l'énergie des équipes dans l'entreprise. Quand on n'a pas de stratégie, on a peur de l'avenir et on agit finalement en se demandant comment je vais préserver la valeur de mon entreprise. Quand j'ai une stratégie, là, je change de posture et ça me permet de me surpasser et de répondre à
quelle nouvelle valeur veut-on apporter? Et quand je dis veut-on, c'est pas le dirigeant tout seul, c'est le dirigeant, ses équipes, ses collaborateurs, c'est toute l'entreprise qui doit réfléchir à cette nouvelle façon de fonctionner et de faire fonctionner l'entreprise. Donc, il faut s'adapter, se réinventer pour faire face et garder le cap. Encore une fois, la relation client, elle est essentielle. On est dans une posture de rendre service en ce moment. Vous l'avez vu, que ce soit de manière individuelle ou collective, on se rend service. Donc, derrière cette expression, il y a toutes les notions d'assistance, d'aide, d'accompagnement. Évidemment, dans des périodes difficiles, le soin, l'attention à l'autre compte par-dessus tout. L'engagement des professionnels de la relation client, et je ne parle pas que des équipes commerciales, hein. Je parle évidemment je peux parler des équipes comptables, de relance, je peux parler des équipes qui sont aux achats, etc. Donc, véritablement, cette attention à l'autre, elle prend beaucoup de sens. L'autre point, c'est que les dirigeants vont forcément devoir avoir une attitude qui sera plus solidaire, plus durable peut-être, plus résiliente, et qui vont façonner finalement aussi ce nouveau visage de l'entreprise. Certains ont choisi de participer à l'effort collectif en multipliant des initiatives solidaires. On l'a vu, hein, en repositionnant des chaînes de production sur la fabrication de masques, sur des conditionnements de gel hydroalcoolique. Je crois que ça incite chacun, évidemment, à revoir sa feuille de route. Et finalement, le moyen terme va être un rendez-vous collectif avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. C'est une chaîne de valeur, dont vous êtes un maillon, un enjeu commun pour toutes les parties prenantes. Donc, pour les fédérer, la réflexion de long terme est incontournable et elle doit se faire ensemble. Et donc, ça doit être la raison d'être de l'entreprise qui cimente toutes ces parties prenantes. C'est le bien commun, finalement. Et je crois que c'est le moment de l'affirmer, de l'affiner, d'analyser s'il faut la faire évoluer. Parce que cette crise, elle est bien différente de celle qu'on a pu connaître en 2008. On ne parle pas d'une simple crise de liquidité, hein, qui aurait simplement contaminé l'économie réelle. On parle d'une crise sociétale qui nous rappelle où se trouve l'essentiel, qui interpelle évidemment sur nos modes de consommation, nos modes de communication, nos choix d'organisation et nos choix de localisation. Enfin, des sujets qui sont en fond de ces dernières semaines depuis le confinement. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment à repositionner les fondamentaux de l'entreprise autour de ces essentiels. Dans ce que vous avez dit, messieurs, il y a beaucoup de choses qui se rattachent au collaboratif, collaboratif interne, collaboratif avec les gens qui sont autour de nous, collaboratif aussi dans sa capacité à être agile, à avancer, à se remettre en cause, à être dans des temps courts. C'est des choses qui sont très inspirantes. On a reçu pas mal de questions lors des inscriptions et pendant nos échanges. Si vous voulez bien, je vais vous en poser quelques-unes de façon rapide pour qu'on reballe certains points. La première, c'est par rapport à du pratico-pratique sur la trésorerie. On nous a questionné sur les solutions de trésorerie qui seront disponibles. Est-ce que vous avez des pistes là-dessus ? Écoutez, déjà, je pense qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a des PEG qui ont été, des PGE qui ont été mis en place. Alors attention au PGE, parce que c'est vrai que déjà, le PGE, pour moi, c'est de la mauvaise dette. Hein. C'est-à-dire que c'est une dette qui n'était pas prévue. Parce qu'on fait appel à un PGE pour effectivement se préserver, mais en fait, on accroît nos taux d'endettement. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut faire très attention à ça, parce que pour obtenir des prêts par la suite, notre capacité d'endettement, elle va être effectivement obérée par ces PGE mis en place. Donc, effectivement, je pense qu'il y a d'autres solutions
au niveau de la trésorerie pour trouver du BFR. La première chose, c'est des produits comme la facturage ou le rachat de balance. Hein. On a parlé du poste client, donc c'est effectivement la première chose, on pense à la mobilisation du poste client. Donc, la facturage, ça permet de céder son poste client créance par créance. Et par contre, le rachat de balance, c'est une balance complète. Et là, je pense que ça peut être intéressant quand notamment on a une masse de petites factures par rapport à la facturage où on sera sensible sur notamment l'assuré. Et en parlant de ça, j'ai vu que dans le webinaire, il y avait aussi une question qui était posée sur les compléments d'assurance. Donc, je vais juste y répondre. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a des dispositifs qui ont été en place par les assureurs qui s'appellent CAP et CAP+, qui permettent d'avoir des garanties de l'État complémentaires aux valeurs d'assurance qui ont pu être faites. Donc, notamment, quand on parle, je parlais d'affacturage, souvent on demande une assurance crédit. Et donc, la compagnie d'assurance donne une valeur, mettons 100 000 € sur un client assuré. Et avec ce dispositif CAP et CAP+, CAP et export, on peut effectivement avoir une garantie de l'État pour avoir en fait une assurance complémentaire. Donc, ça, c'est important aujourd'hui parce que le rôle de l'assurance du poste crédit sera aussi extrêmement important, et notamment si on veut mettre en place des solutions d'affacturage. Donc ça, c'est le poste client. Ensuite, il y a le poste fournisseur. On n'y pense pas beaucoup et pas souvent, mais effectivement, on peut aussi mobiliser le poste fournisseur. Et on a des solutions pour ça. Alors, c'est un coût, bien entendu, mais l'idée, en fait, c'est de céder sa dette et puis de pouvoir avoir la disponibilité de trésorerie. Il y a des solutions aussi sur les stocks, sur la cession de certaines valeurs de stock avec des gages, etc. Et puis, il y a une solution que moi je trouve extrêmement intéressante et auquel on ne pense pas souvent, et qui a permis d'ailleurs de sauver certains de nos sociétaires en 2008. Donc, c'est vraiment des solutions de crise. C'est tout simplement en fait, le refinancement des immobilisations. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de 2008, on avait un sociétaire qui avait beaucoup de facilité et qui en fait finançait, qui faisait de l'autofinancement et finançait toutes ces machines, qui étaient des machines de belle facture. Et du coup, quand la crise est arrivée, problème de liquidité, et en fait, ce qu'on s'est employé, c'est à refinancer l'ensemble de ces machines à une valeur d'occasion, bien entendu. Hein. Alors, bien sûr, plus elles sont neuves et plus elles ont de valeur. Et on a refinancé ces machines. On a fait donc un prêt sur ces machines qu'on a refinancé, ce qui lui a permis d'avoir du cash et donc développer du cash. On peut le faire également sur l'immobilier, on parle des fois, on entend le terme de leaseback, ça peut être aussi sur de l'immobilier ou sur des valeurs de machines. Alors, il est certain que, comme je le disais, plus la machine est neuve et plus on peut trouver preneur, mais c'est des solutions qu'on peut proposer pour trouver de la trésorerie. Ok, parfait, merci. Effectivement, avoir recours à tout un ensemble de dispositifs qui existaient avant et qui sont maîtrisés par des acteurs comme vous l'êtes. Aujourd'hui, une question qui va être pratique, et je pense, Jean-Paul, qui va te parler. On va arriver à 2 mois de coupure. Il va falloir remobiliser les salariés. Est-ce que tu as une recette pour ça? Alors, je vais être assez brutal. La motivation n'est pas quelque chose de transitif. On ne motive pas les gens. On ne remotive pas les gens. On les met simplement dans un contexte et on apporte des ingrédients qui suscitent leur motivation. Juste pour remettre les choses à leur place. Ce n'est pas un sujet uniquement d'actualité. Ça a toujours été. Je pense que la vraie préoccupation de tout un chacun est de savoir quels sont les éléments de motivation des personnes qu'on a en face de soi. Une chose est certaine, on ne va pas refaire le monde. Et ce parcours d'identification des motivations, déjà, les motivations sont individuelles, elles ne sont pas collectives. Rarement collectives, elles appartiennent à l'homme. Vous avez 10 personnes dans une entreprise, vous aurez 10 objets de motivation différents. Et effectivement, il est important que l'employeur puisse identifier auprès de chacun de ses salariés, individuellement, quels sont ces moteurs de motivation. La chose que je voudrais rajouter, c'est par rapport à l'établi, qu'il soit bon ou qu'il ne soit pas bon jusqu'à maintenant, je pense qu'il n'est pas nécessaire de rajouter une couche supplémentaire à travers l'insécurité. Et il est clair aujourd'hui que les gens seront au moins un minima autant, auront au moins un minima autant envie de revenir en entreprise
dès lors qu'ils sentent que l'entreprise les protège par rapport au risque de la pandémie actuelle. Voilà. Si tant est qu'il y ait un risque pour eux, et je ne vais pas dire qu'ils sont tous logés à la même enseigne, mais il y en aura des comme ça, si tant est qu'ils ressentent un risque particulier à remettre les pieds dans l'entreprise à travers une possible contagion, c'est sûr qu'on va baisser leur niveau de motivation par rapport à l'avant-pandémie. Voilà. C'est juste ce que je voulais rajouter. Maintenant, pour ce qui est des autres éléments de motivation, c'est un parcours qui a été entrepris avant et qu'il faut continuer de mener par la suite, ne serait-ce que vis-à-vis de cette valeur homme que doit représenter cette ressource entreprise. Oui, et qui correspond certainement à l'identité de l'entreprise telle qu'elle était déjà avant. Voilà, absolument. Tout à fait, tout à fait. Une question qui nous concerne assez directement, Pierre-Yves. Aujourd'hui, on nous a demandé quelle place pour le management de transition après la crise. Je pense qu'elle aura la même place qu'elle peut l'avoir aujourd'hui, c'est-à-dire une possibilité et une souplesse pour les entreprises de devoir mener dans l'urgence un certain nombre d'actions et de projets qui seront structurants et vitaux pour les entreprises. Évidemment, restructurer une entreprise, je ne prends pas ce terme de restructuration dans son sens négatif, mais plutôt dans son sens positif, c'est-à-dire reconfigurer l'entreprise, nécessite aussi un certain nombre de réflexes que des managers de transition qui ont déjà vécu ces situations peuvent être en capacité d'apporter. Je crois qu'il faut distinguer deux choses, même si il y aura nécessairement un recouvrement. Il y a le quotidien, et tout ce qu'on a évoqué ce matin fait bien partie du quotidien que chacun va devoir mener dans son entreprise. Et puis, il y a aussi penser le après. Le après, c'est tout ce qu'on s'est dit aussi avec ces parties prenantes. Et je crois que si l'entreprise est à même de remettre en action l'ensemble de ses équipes, elle doit aussi, dans le même temps, envisager le après et donc envisager la façon dont elle va se reconfigurer, se restructurer, et elle peut le faire plus ou moins vite. Et évidemment, le management de transition est une composante à ne pas négliger, notamment pour une question de temps et de time to market dans un contexte qui sera évidemment global. Donc, oui, c'est un élément important et je pense que ce sera une arme que devront pouvoir dégainer aussi les entrepreneurs, les dirigeants, pour accélérer peut-être un repositionnement sur le marché. Parfait, je te remercie. Alors, pour tous les gens qui se sont inscrits, on enverra quelques slides qui représentent tout ce qui a été partagé. On vous en partage là, un ici au moment de la conclusion. Ça permet à chacun de voir un petit peu où il est. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est inédite, qui nous oblige à rester humbles et à garder la tête froide. Vous l'avez bien illustré, messieurs, pendant ce webinaire. Plus que des plans d'action clés en main, il apparaît évident que la bonne posture est de se mettre en mouvement, d'être agile sur un mode réflexion-action. Il est important aussi de sortir du positif de la crise, puisque remettre au centre de nos organisations le rôle sociétal de l'entreprise, la relation avec les partenaires, la capacité à être agile, pragmatique, solidaire, tout ça, c'est des moteurs. En tout cas, ça doit être des moteurs pour l'entreprise. De toutes les crises, il ressort de la créativité et de l'innovation. Donc, des choses vont être possibles et il faudra certainement avoir les oreilles bien ouvertes. Messieurs, je vais vous donner à chacun la parole pour conclure, en vous proposant l'un après l'autre de conclure sur quelques mots. Jean-Paul ? Oui, simplement pour éviter les redites, je vais modestement citer, on va dire, deux personnages célèbres en matière de conclusion.
Le premier, je vais citer Albert Einstein, parce que ça illustre en partie les propos que j'ai tenus, qui disait à un moment donné, la logique, sous-entendu les compétences, vous conduiront d'un point A à un point B. Ceci dit, l'imagination, l'audace vous permettront d'arriver là où vous avez envie d'aller. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, le deuxième personnage que je voudrais citer est Hervé Serriex. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans ce qu'il a pu écrire sur la place de l'homme au sein des organisations, et qui a dit à un moment donné, en pointant du doigt la nécessité d'anticiper l'adaptation, mais sans pour autant renier ce qui avait été fait jusqu'à maintenant et qui était parfaitement pertinent. Il a dit, quand on aborde les problèmes de demain avec les organisations d'hier, on a les problèmes d'aujourd'hui. C'est tellement vrai. Merci Jean-Paul. Je vais avoir du mal à passer après Albert Einstein et Seriex. C'est des jeunes qui montent. Jeunes qui montent. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est vrai qu'on est dans une crise vraiment d'un genre nouveau et que comme l'a dit, nul ne sait quand est-ce qu'elle va finir. Il n'y a personne qui a une boule de cristal, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que toutes les entreprises qui feront preuve d'agilité, qui oseront sortir de leur zone de confort et qui feront preuve d'intelligence collective, de solidarité, elles ont plus de chances de s'en sortir. Et comme l'a dit aussi les différents intervenants, c'est important aussi dans cette entreprise que chacun puisse trouver sa place et trouver du sens dans son travail, dans la réalisation de ce qu'il fait et aussi toute la réalisation et la solidarité qu'on peut avoir avec l'environnement. Je pense que toutes ces entreprises qui sont capables de faire tout ça, elles s'en sortiront grandies. On est d'accord. Pierre-Yves, tu veux conclure? Oui, moi je suis convaincu que l'entreprise en 2030 fonctionnera avec trois principes. Le premier, c'est la décentralisation de l'autorité, la transparence et la confiance, et enfin la responsabilisation des équipes. C'est plus la relation de pouvoir, c'est la raison d'être qui va guider et qui va motiver le collectif. C'est cette volonté d'avoir un impact positif qui va bien au-delà du résultat net. Parfait. Merci beaucoup, merci messieurs. Merci à tous, à toutes pour vos questions, pour votre attention. Il nous reste à vous souhaiter une belle journée et prenez soin de vous. Merci. Merci.